Je vais vous parler en effet de comment faire des exécutions en temps constant dans des systèmes embarqués, et on va faire ça grâce à un contrat entre le hardware et le software. Donc pour commencer, je vais vous donner un peu de contexte. Déjà, qu'est-ce que c'est ces circuits embarqués et qu'est-ce que c'est que l'IoT? Parce que c'est surtout l'IoT, quand on parle de circuits embarqués, que nous on va cibler. Donc déjà, ça va être des systèmes utilisés dans des petits appareils, des fois des appareils industriels, des appareils médicaux. Et du coup, il faut qu'ils soient assez petits pour tenir dedans. Il faut qu'ils coûtent assez peu cher parce que des fois, on va les déployer en grand nombre. Et ils doivent avoir une consommation électrique assez réduite puisque des fois, ils ne vont pas être branchés directement au réseau électrique, mais ils vont fonctionner avec des batteries. Et en plus de ça, ils peuvent manipuler des données sensibles. Donc, par exemple, pour des appareils médicaux, ça pourrait être des données d'un patient qui sont sous le secret médical. Et un problème qu'on a avec ça, c'est que souvent ils vont être connectés à Internet, soit pour pouvoir mettre à jour leur programme, soit parce qu'ils ont besoin d'aller échanger des données avec un serveur, soit parce qu'ils vont être contrôlés à distance ou qu'ils vont avoir un capteur qui n'est pas directement dessus. Et du coup, ça laisse une porte ouverte aux attaquants qui pourraient forcer un objet embarqué à exécuter leur propre code. Par exemple, ils pourraient faire semblant que c'est une mise à jour ou quelque chose comme ça. Et donc on peut se retrouver avec le code d'un attaquant qui va tourner sur la même machine que notre circuit embarqué, sur lequel tourne déjà notre programme à nous qu'on veut sécuriser. Donc maintenant, je vais vous donner un peu plus de détails sur notre IoT. Donc comme je disais, ça doit être des circuits qui coûtent assez peu cher, qui sont assez réduits. Donc déjà, le set d'instructions qu'on va utiliser, c'est RISC-V. Il y a plusieurs sets d'instructions, je pense que la plupart de vous savent. Mais en gros, RISC-V, il a plusieurs avantages. Déjà, il n'appartient pas à une compagnie. En plus, il a un jeu d'instructions qui est plus réduit. C'est plus simple de faire des extensions dessus. Et en plus de ça, c'est très utilisé en IoT. Donc, c'est là-dessus que nous, on va travailler. Et ensuite, ces petits processeurs d'IoT, ils ne vont pas avoir de spéculation, comme ils sont très réduits. En tout cas, ceux sur lesquels on travaille pour l'instant n'ont pas de spéculation. Ils vont être in-order. Donc, in-order, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que le programme, le binaire qui va être exécuté par ces circuits, c'est des instructions, c'est une suite d'instructions. Et in order, ça veut dire que le hardware est obligé de les prendre dans l'ordre. En gros, c'est la version la plus simple. Et il y a des processeurs plus complexes, par exemple ceux qu'on a dans nos ordinateurs, qui eux vont être ce qu'on appelle out of order, qui sont capables de réordonner les instructions pour optimiser le temps d'exécution. Mais nous, ça ne va pas nous concerner, on va sur du in order, donc c'est la version simple. Le programme est écrit avec une suite d'instructions dans un certain ordre. Le hardware doit respecter cette suite d'instructions. Et enfin, le monothreading. Donc, le monothreading qui est opposé au multithreading. Donc, ça veut dire qu'en gros, on peut avoir un seul fil d'exécution à la fois. Donc, si on a plusieurs programmes qui tournent en même temps sur notre hardware, en fait, ils vont s'exécuter les uns après les autres. Mais c'est des bouts de programmes qui vont s'exécuter les uns après les autres. Donc, par exemple, si j'ai 3 processus qui sont en train de tourner sur mon hardware, je vais avoir un premier processus qui va se lancer, il va faire un petit bout, et puis au bout d'un certain temps, le hardware va lui dire stop, arrête-toi, on va passer la main à un autre processus, donc on va avoir ce qu'on appelle un context switch. Et ensuite, le deuxième processus va exécuter quelques instructions, et puis il va être arrêté par le hardware à nouveau, quelques instructions du process 3, et puis on s'arrête à nouveau, et on revient au process 1, et du coup le process 1 il s'était arrêté à un moment dans son exécution, et ben, il va reprendre son exécution là où il avait arrêté. Donc, c'est dans ce cas de figure que nous, on va travailler. Et ça, c'est assez important pour la suite quand on va étudier les attaques aussi. Et ce projet, on est 2 équipes à travailler dessus. L'autre équipe est au Labstick qui est à Lannion, si je ne dis pas de bêtises, je crois. Et il y a un autre doctorant en fait, qui va plus s'intéresser aux aspects hardware, et moi, je vais plus être sur les aspects software et compilation. Bon, donc maintenant, je vais vous parler de timing attack, parce que c'est ce qui nous intéressait à la base, c'est les attaques qu'on veut bloquer. Donc déjà, je vais vous parler de fuite temporelle, donc timing leakage. Qu'est-ce qu'une fuite temporelle? C'est un type particulier de canaux auxiliaires. Alors, je ne vais pas vous expliquer vraiment les canaux auxiliaires, simplement les timing leakage, c'est celui qui nous intéresse. En gros, c'est quand l'exécution d'un programme va avoir des comportements temporels, c'est-à-dire par exemple un temps d'exécution, qui va révéler une information. Donc là, par exemple, supposons que dans notre programme, on a un branchement, à un moment, vous faites un if, et vous avez un zen en gros qui va faire quelque chose et qui va avoir un premier comportement, et un else, donc l'autre cas possible, qui va faire un deuxième comportement. Et si ces deux comportements n'ont pas le même temps d'exécution, eh bien, supposons qu'un attaquant soit capable de mesurer le temps d'exécution qui se passe entre là et là, il arrivera à voir si c'est le premier temps d'exécution ou le second temps d'exécution. Du coup, il arrive à deviner si c'est le premier comportement ou le deuxième comportement qui a eu lieu, et s'il devine ça, il devine quel est le secret. J'ai oublié de préciser, mais on part du principe que l'attaquant connaît le code source et le code compilé. Donc du coup, s'il est capable de savoir lequel des deux comportements a eu lieu, forcément, il arrive à deviner le secret. Donc ça, c'est un mauvais cas, puisque du coup, l'attaquant a trouvé quelque chose qu'on peut démasquer. Et comment il peut faire ça en pratique?
Tout à l'heure, je vous montrais ces histoires de context switch en monothreading. Supposons que l'attaquant, là, il commence à s'exécuter puisqu'il a réussi à faire tourner un bout de code à lui sur notre système embarqué. Et il va mesurer le temps qui s'écoule. Donc, il fait tourner un bout de code à lui. Là, il y a un contexte switch qui survient. La victime fait tourner son code à elle, donc par exemple ça. Et ensuite, l'attaquant reprend la main et fait tourner du code à lui. Et il a pu mesurer le temps entre là et là. Du coup, il sait combien de temps s'écoule ici, et donc il sait si c'était si le temps c'était 1 ou T2, donc il sait quel est le secret. Et du coup, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de la sécurité en temps constant. Donc le constant time security qu'on abrège souvent par CTS ou juste CT quand on dit constant time. Et du coup, ça veut dire que les secrets ne doivent pas être révélés par des fuites temporelles. Donc, pourquoi on appelle ça constant time security? Ça veut dire qu'en fait, le temps d'exécution de notre programme doit être constant au regard des secrets. Autrement dit, le temps d'exécution de notre programme ne doit jamais dépendre d'un secret. Donc, qu'est-ce qui peut causer des fuites maintenant dans notre code? Donc là, ça, c'est des instructions c'est des instructions d'assembleur écrites un peu en pseudocode pour que ce soit légèrement plus lisible. Donc déjà, on va avoir des opérations dont le temps d'exécution dépend de ces opérandes. Par exemple, sur le processeur qu'on étudie, on a la division. Donc par exemple, si on essaye de diviser x par y en faisant une division entière et qu'on veut mettre le résultat dans une autre variable qu'on appelle res, eh ben ça va faire fuiter le log 2 de y. Y étant le diviseur. Et pourquoi ça fait ça en fait? C'est parce que le temps de la division dépend du bit de point fort du diviseur. Du coup, si l'attaquant est capable de mesurer le temps que prend notre division, il arrive à savoir quel est le bit de point fort de notre diviseur. Donc en l'occurrence, si notre diviseur, donc Y, était une clé secrète, ben là, l'attaquant, il connaît son bit de point fort, enfin il connaît le log 2 de notre secret, donc il n'a pas tout le secret, mais il a une partie, et c'est déjà trop. Donc on veut vraiment que l'attaquant n'ait aucune. Autre chose qui peut provoquer une fuite, c'est les accès mémoire. Donc, par exemple, si on essaye de faire un accès mémoire à une certaine adresse, l'attaquant connaîtrait la ligne de cache associée à cette adresse. Je reviendrai plus tard dessus pourquoi, mais ça aussi c'est mauvais parce que si notre adresse était un secret, on ne veut pas qu'il connaisse une partie du secret. Et enfin, il y a les if. Tout à l'heure, je vous montrais si on fait un saut dans notre code qui dépend d'une condition, l'attaquant est capable de retrouver cette condition. Ça, c'est dans les travaux à venir, donc je ne vais pas trop en parler pour l'instant, je vous en parle un tout petit peu à la fin. Donc, ensuite, il y a déjà des contre-mesures qui existent pour ça. Donc, par exemple, je vous parlais du constant time secure. On a ce qui s'appelle le constant time programming. Donc, ça, c'est quand on est du côté software. C'est ce que font les développeurs souvent quand ils essayent de faire un algo de crypto. En fait, ils vont avoir un certain nombre de restrictions. Par exemple, ils ne vont pas faire d'accès mémoire. En fait, ils vont éviter les opérations que je viens de vous montrer. Ils ne vont pas faire de if qui dépend d'un secret. Donc, ils n'ont pas le droit de faire if, et là, c'est une condition qui dépend d'une clé. Ils n'ont pas le droit de faire un accès mémoire où l'adresse dépend d'une clé. Et ils n'ont pas le droit d'utiliser de division dont le diviseur est une clé. Et du coup, le programmeur va réécrire entièrement son code, mais c'est assez pénible déjà. En plus de ça, il y a des choses qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, par exemple, ils n'ont pas d'accès mémoire. Et en plus de ça, ils ne sont pas toujours sûrs que leur programmation constante soit suffisante, parce qu'ils ne savent pas exactement en fait, sur quel hardware va être exécuté leur code après. Et donc, par exemple, je vous disais, ben là, nous, sur le processeur sur lequel on travaille, la division est en temps variable, mais la multiplication pour nous est en temps constant. Mais peut-être qu'on a un autre processeur, et c'est le cas par exemple pour les plus vieux ordinateurs, où la multiplication va avoir un temps variable. Donc notre développeur, il est en train de faire son petit programme, et il se dit, bon, je ne vais pas faire de division entière, mais par contre, je peux faire des multiplications entières parce qu'elles sont en temps constant sur mon hardware. Mais peut-être qu'un jour, son code va être exécuté sur un autre hardware auquel il ne s'attendait pas, et sur lequel la multiplication n'est pas en temps constant, et là, du coup, on va avoir une fuite temporelle sur les opérandes de cette multiplication. Donc, le développeur du côté software manque d'informations sur son hardware, il manque de garanties. Et on a aussi des garanties, des contre-mesures côté hardware. Donc là, ça va être des contre-mesures plus dures. Donc par exemple, tout à l'heure, je vous disais que les accès mémoire font fuiter une partie de l'information sur l'adresse. Et en fait, c'est à cause du comportement du cache. Je vous expliquerai ça un peu plus tard. Mais en gros, le cache, c'est une ressource qui est partagée entre les différents utilisateurs du hardware. Et le fait que ce soit une ressource partagée, on arrive à observer ce que font les autres utilisateurs avec ce cache. Et du coup, une solution simple pour limiter contre les fuites, c'est simplement de séparer en fait le cache. On dit tel utilisateur, il va avoir telle partie de cache à sa disposition, tel autre utilisateur, il va avoir telle partie de cache à sa disposition. Donc du coup, un utilisateur est plus capable d'observer ce que fait l'autre. Mais le problème, c'est qu'on a une grosse perte en performance parce que du coup, on a divisé par 2 la taille utilisable du cache. Et c'est le cas en fait de beaucoup de défenses hardware. Ça, c'est juste un exemple. Mais souvent, quand on fait une défense du côté hardware, comme le hardware n'est pas au courant de quelle information est publique et de quelle information est secrète, il ne sait pas en fait quels calculs doivent être protégés et quels calculs peuvent être laissés observables. Et du coup, il va appliquer des sécurités qui coûtent très cher en performance sur tous les calculs. Donc du coup, on va payer un coût trop cher.
Et du coup, nous, dans notre cas, comme on travaille sur des petits circuits, on essaye de faire et on aimerait faire la sécurité la moins chère possible et avec les coûts hardware les plus bas possibles. Du coup, on va faire ce contrat qui va permettre aux deux de communiquer ensemble. Donc du coup, d'un côté, on aura notre code source qui serait compilé dans un binaire. Et en fait, ce binaire serait exprimé dans une ISA spéciale, dont je parlais tout à l'heure de RISC-V. Nous, on va rajouter des extensions à RISC-V pour permettre en fait au software de dire au hardware, ben, attention, là, cette information ou ce calcul, il traite quelque chose de sensible, il traite un secret. Du coup, il va falloir que tu mettes de la sécurité sur ce calcul spécifiquement, parce que je ne veux pas qu'il y ait de fuite dessus. Et du coup, le hardware va pouvoir faire ces sécurités qui coûtent cher, mais uniquement quand c'est nécessaire, et on va réduire le coût. Et en plus de ça, le programmeur, le développeur va avoir des garanties sur son hardware, parce que par exemple, le contrat pourrait dire ben, la multiplication doit toujours être en temps constant. Et du coup, le programmeur sait que tant que son code sera exécuté sur un hardware qui répond au contrat, il sait que la multiplication sera toujours en temps constant, donc il n'a pas à s'en inquiéter. Donc voilà en gros ce qu'on essaie de faire, et donc maintenant on a les spécifications pour ce contrat, donc ça reprend plus ou moins ce que je dis. Déjà, le développeur n'a pas besoin de savoir sur quel hardware ça va être exécuté spécifiquement. Donc, il va avoir plein d'implémentations de hardware différentes. Tout ce qu'il sait, lui, c'est que le hardware qui va, enfin, le ou les hardware qui vont exécuter son code vont obéir au contrat. Ensuite, c'est le développeur qui définit dans son code source qu'est-ce qui est secret, qu'est-ce qui ne l'est pas. Il ne doit évidemment pas avoir de fuite dessus. Et on doit faire en sorte que nos mécanismes de sécurité coûtent le moins cher possible, que ça soit en coût hardware, vu qu'on veut des hardware aussi réduits que possible. Et ensuite, on ne veut pas qu'il y ait aussi trop de réduction de performance sur le temps d'exécution, sur l'utilisation de la mémoire, etc. Et ensuite, les hypothèses, c'est que déjà notre code source, notre compilateur et notre hardware ont tous répondre au contrat, sinon forcément ça ne marche pas, c'est ce qu'on essaie de faire. Ensuite, on peut définir de nouvelles instructions dans notre contrat, c'est grâce à ça qu'on va le faire fonctionner. Notre contrat va pouvoir spécifier le comportement temporel du hardware, ce sera très important pour pouvoir empêcher les fuites. On n'a pas de limite de calcul pour la compilation. Ça, c'est important parce qu'en fait, notre code binaire, il va être sur un hardware très réduit, mais ce binaire, on va le générer après une compilation, et cette compilation, on peut la faire tourner sur un ordinateur normal qui a autant de puissance de calcul qu'on veut. Donc, autant notre binaire, nous, en exécution, il va être très simple à exécuter, autant notre compilation, elle, on peut faire des calculs aussi complexes qu'on veut, on n'est pas limité de ce côté-là. Et ensuite, on ne considère que les attaques à distance, on ne part pas du principe que l'attaquant a un accès physique à la machine. Ça élimine en fait d'autres attaques par canaux auxiliaires. Là, je vous ai présenté que celles qui exploitent les fuites temporelles, mais il y a d'autres types de fuites, par exemple les émanations électromagnétiques, la consommation de courant et tout. Et celles-ci ont besoin d'un accès physique. En fait, l'attaquant doit venir sur la machine et poser des sondes et tout dessus. Nous, on exclut complètement ces attaques, on se focalise vraiment sur les attaques temporelles qui sont faisables à distance. Okay. Donc déjà, une première chose qu'on veut faire, c'est les opérations en temps constant. Puisque je vous ai dit, il y a certaines opérations qui vont avoir un temps variable. Donc nous, par exemple, c'est la division. Eh ben, la division, elle est optimisée en fait, et ces optimisations vont être plus ou moins efficaces selon ses opérandes. Donc par exemple, si on commence une division là, elle pourrait se terminer là en 3 cycles, elle pourrait se terminer ici en 35 cycles, et ça dépend de son diviseur. Et ça, c'est embêtant pour nous. Et donc c'est la division qui essaie de se finir aussi vite que possible. Donc nous, déjà, un premier mécanisme très simple qu'on peut rajouter, c'est d'avoir une deuxième division qui serait la division en temps constant, qui, elle s'exécutera toujours avec le temps maximum. Et du coup, selon si on fait un calcul secret ou public, on utilisera soit celle qui est optimisée, qui va se finir plus vite, soit celle qui est sécurisée et qui fera toujours le nombre maximum de cycles. Donc bon, là déjà, on a une première solution assez simple. Et du coup, on peut faire une version constant time de toutes nos opérations qui sont normalement optimisées. Et du coup, après, on pourrait avoir un mode constant time dans notre programme. Et donc, notre code assembleur, il pourrait s'écrire de cette manière. Donc là, à gauche, c'est le code binaire, on va dire, écrit en pseudocode. Et à droite, c'est nos fuites. La fuite écrite avec un point, en fait, c'est pour dire que l'attaquant voit juste le point de programme. Donc, il voit qu'on est passé par cette instruction, mais il est en 7 à plus. Et donc là, vous voyez, si je commence à faire une addition, une division, ben, quand je fais une addition, ça, c'est une opération qui se en temps constant, donc il voit juste qu'on est passé par là. Ensuite, si je fais une division normale, ben là, il va voir x3, du coup, enfin, il voit en tout cas le log 2 de x3, puisqu'il voit le but du point fort. Et maintenant, on bascule en mode constant time. Du coup, on refait une addition, c'est exactement la même chose qui se passe. Par contre, si on refait une division, là, le hardware, il est au courant qu'on est en mode constant time, du coup, il va utiliser la version alternative de la division, il va la faire en temps constant. Donc, ça va être beaucoup plus lent, mais il n'y aura pas de fuite. Bon, ça, c'est déjà un premier mécanisme relativement simple qu'on peut mettre en place. Mais maintenant, on a quelque chose de plus dur qu'on voudrait adresser à un problème plus compliqué, c'est les accès mémoire. Parce que là, on ne peut pas juste dire on va faire ce load en temps constant, parce qu'en fait, quand on fait, par exemple, supposons qu'on écrit un code comme ça. Ce code-là, il n'a pas du tout en temps constant, parce que là, en gros, on a un tableau secret.
Donc en gros, là on a notre tableau avec plein de valeurs et toutes ces valeurs sont des clés. On ne veut pas que l'attaquant soit capable de les lire. Et on va accéder à un index qui est secret lui aussi quelque part dans ce tableau. Donc ça serait par exemple la deuxième valeur, enfin la troisième valeur du coup, val2 qu'on essaie d'accéder. Et elle serait pointée par ce pointeur du coup qui doit être secret. Et par contre, savoir à quelle adresse et l'intégralité du tableau, ça on s'en fiche, l'attaquant peut le voir. Mais on ne peut pas juste dire, maintenant on va définir un accès mémoire qui va être en temps constant. Parce qu'il y a le cache qui rentre en jeu. Et donc je vais un peu plus vous parler du cache maintenant pour expliquer pourquoi le fait qu'on ait ces accès via le cache nous empêche de faire juste un constant time comme j'avais fait pour la division. C'est qu'en fait, les accès mémoire de base se font normalement vers ce qu'on appelle la RAM, donc c'est la mémoire principale en gros, et ça c'est extrêmement lent. Donc à côté on a ce deuxième composant qui s'appelle le cache, qui va être une mémoire réduite, qui contient beaucoup moins d'informations, mais c'est beaucoup plus rapide d'aller chercher des informations là-bas. Donc je vais devoir en faire un petit coup rapidement sur comment ça fonctionne. Là j'ai pris le direct map cache. En pratique, on n'utilise pas celui-là, on utilise le NY associative cache, mais pour ce dont je vais vous parler aujourd'hui, on n'a pas trop besoin de connaître la différence. En gros, ça c'est une version simplifiée de celui qu'on utilise en vrai, et on va considérer qu'on utilise celui-là pour l'instant par souci de simplicité. Donc là, on a notre RAM, et on a plein d'informations dedans qui sont stockées à des adresses. Donc là, évidemment, c'est une toute petite RAM, juste pour exemple. On a des adresses sur 5 bits, on peut avoir que 32 valeurs dedans. Et du coup, à chaque adresse, on va avoir un mot qui va être A, B, C, D, ainsi de suite. Et on a notre cache qui va être réparti en lignes et en mots. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là, notre adresse mémoire, notre adresse physique, elle est sur 5 bits. Et ces 5 bits, en fait, on va les diviser. Les 3 premiers bits, ils vont nous indiquer ce qu'on appelle le tag. Le bit suivant, il va nous indiquer ce que c'est quelle est la ligne, et le dernier bit va nous indiquer le mot. Donc la ligne, en fait, ça va nous dire à quelle ligne de cache on doit associer les informations qui sont là. Parce que direct map, ça veut dire qu'en fait, toutes les lignes de cette RAM vont être mappées vers une ligne de ce cache. Donc par exemple, toutes les lignes qui vont avoir le bit 4 à 1 vont pointer vers la deuxième ligne de cache, donc la ligne 1, et toutes les adresses physiques qui vont avoir le bit 4 à 0 vont pointer vers la ligne 0. Donc supposons par exemple que j'essaye de faire un load. On a un utilisateur qui essaye de faire load 0, 0, 1, 1, 0. Donc ça, en gros, il veut charger ce qui se trouve ici. Donc à la fin, il devrait récupérer le mot G. Donc s'il essaye de faire ça, on va décomposer son adresse, du coup, on va décomposer les 5 bits. On commence en premier par regarder le bit de ligne. Donc on dit c'est 1, du coup, normalement, si l'information est déjà cachée, elle devrait être sur la ligne 1. Ça, c'est obligatoire. Ensuite, on va regarder à la ligne 1 si le tag est le bon. Bon, là, il n'y a pas de chance, il se trouve que la ligne de cache était vide, mais s'il y avait eu quelque chose, on aurait regardé en gros si le tag qui était là correspondait à notre tag, donc c'est-à-dire les 3 premiers bits, donc 0, 0, 1. Bon, là, il n'y a rien, donc c'est pas égal, puisqu'il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'on a un cache miss. Donc là, c'est assez mauvais pour notre programme, parce que ça veut dire qu'il va perdre beaucoup de temps, vu qu'il va aller devoir jusqu'en RAM, et en RAM, il va récupérer l'information, donc ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais après, quand il va ramener l'information, bon, non seulement il va l'envoyer du coup à notre load, du coup, à la base c'était G qu'on voulait récupérer et qu'on a fait un load ici, mais en même temps, il va mettre en cache les informations pour qu'on puisse les récupérer plus rapidement plus tard. Et il ne va pas juste mettre G en cache, il va aussi mettre H, parce que ces deux informations, en fait, c'est deux mots qui vont être stockés sur la même ligne. Là, vous voyez, en fait, sur une ligne, je peux mettre deux mots à la fois. Pourquoi on fait ça dans les caches? C'est parce que souvent, dans les programmes, on va réutiliser plusieurs fois la même information d'affilée, et on va aussi plusieurs fois utiliser des informations proches les unes des autres. Donc en fait, si j'utilise G, il y a plus de chances que j'utilise H après. C'est pour ça que dans les caches, on va mettre plusieurs mots sur la même ligne et on les ramène tous d'un coup. Donc là, j'ai chargé G, et maintenant j'ai G et H dans mon cache. Et donc si maintenant, j'essaye de faire un load 0, 1, 1, 1, ben là, ça va pointer sur H, et là, du coup, ça va mieux se passer. Parce que du coup, ben, on commence par regarder la ligne à nouveau, donc la ligne c'est 1. Donc on va voir la ligne 1. Ensuite, on regarde le tag, on le compare, et là, c'est le même tag, pardon. Donc ça veut dire qu'on a ce qui s'appelle un cache hit cette fois, et là, par contre, c'est une bonne nouvelle pour le programme, parce qu'il n'a pas besoin de retourner jusqu'en RAM chercher l'information. Il va la trouver directement. Et maintenant, pour savoir quel mot il doit prendre, je regarde le dernier bit, qui est le bit de mot, en gros, et le bit qui correspond au mot. Et donc 1, ça veut dire que c'est le mot 1, donc il sait que c'est celui-ci qui récupère, et il le ramène, il a fait son load, et là, ça a été beaucoup plus rapide cette fois-ci. Donc c'est comme ça que ça marche un accès mémoire en pratique. Et attendez, non, je reste sur celle-là. Et donc tout à l'heure, je vous disais qu'on ne peut pas faire simplement un load en temps constant comme j'ai fait tout à l'heure pour la division, parce qu'en fait, ça voudrait dire qu'on n'a jamais de cache miss. Enfin, soit on dit qu'on n'a jamais de cache miss, et dans ce cas-là, forcément, ça se passe bien et on peut faire des loads en temps constant. Soit on dit au contraire qu'on fait un load en temps constant et on ignore le cache, on va tout le temps chercher en RAM. Mais là, on va se retrouver avec des programmes qui sont beaucoup trop lents à exécuter, parce qu'en gros, pour vous donner un ordre de grandeur, un chargement dans le cache, ça peut prendre 3 à 5 cycles. S'il y a plusieurs niveaux de cache, le niveau suivant de cache, ça peut prendre jusqu'à 30 cycles. Si on va chercher en RAM, ça peut prendre autour de 150 cycles.
Donc du coup, si normalement les accès mémoire dans un programme qui sont en 3 cycles, ou 15 cycles, ou 30 cycles, eh ben, on les fait tous en 150 cycles dès qu'on traite des clés ou des informations secrètes. Là, d'un seul coup, on va avoir un temps d'exécution de programme qui va exploser quand on va traiter des informations confidentielles. Donc on ne peut pas juste dire, bon allez, on va tous les faire en temps constant, comme ça on est sûr qu'il n'y a pas de problème. En effet, il n'y aura pas de problème de sécurité, mais en pratique, personne ne voudra faire un tel code. Et donc on va faire des choses un peu plus, et on va essayer de faire des choses un peu plus précises que ça. Mais déjà, il y a une autre spécificité du cache à voir, c'est que ce direct map cache, comme on a une RAM avec plus d'adressages qu'on a de lignes de cache, en fait, on va avoir plusieurs adresses mémoire qui vont être mappées vers le même endroit dans le cache. Et donc, c'est là où vous allez voir en fait quel type d'attaque est possible. Là, vous voyez, il y a donc, ces deux lignes-là qui vont avoir le bit correspondant à la ligne qui est mappé du coup vers cette ligne. Mais si on remonte 4 adresses plus haut, on a aussi ces deux lignes-là qui vont être mappées sur la même ligne. Et donc, c'est là où on va voir ce qu'on appelle les évictions de cache. Parce que, par exemple, tout à l'heure, on avait ça en cache. Et maintenant, supposons qu'on est notre attaquant. Donc, c'était l'attaquant, ce que je faisais jusqu'à maintenant. L'attaquant, il va faire un load ici, par exemple, et un load ici. Donc, du coup, il va remplir le cache avec ces informations. Donc là, on a le tag 001, 001. Donc ça, c'est la partie de mémoire qui est allouée à l'attaquant. Maintenant, on a notre victime, c'est à son tour de s'exécuter, on va faire un context switch. Maintenant, elle essaye de faire son load secret, qui dépend d'une clé, et il se trouve que le secret, c'était 001. Du coup, elle va chercher cette adresse mémoire, puisque c'était pas en cache, donc elle a eu un cache miss. Du coup, cache miss, elle va chercher en mémoire son info, elle la ramène à son programme, elle fait ses petits trucs, mais puisqu'elle l'a ramenée de la RAM, elle va la mettre en cache. Donc elle va évincer l'information qu'elle a mis l'attaquant juste avant, elle met son information à elle maintenant, et donc là déjà l'attaquant il a une première information, c'est qu'il aurait pu chronométrer le temps que la victime a mis à faire ça, et donc l'attaquant pourrait savoir si la victime a fait un cache miss ou un cache live, c'est pas le même temps d'exécution. Mais en soi là l'attaquant il pourrait aussi faire une autre attaque sans mesurer le temps d'exécution de la victime, c'est qu'après c'est à nouveau à lui de s'exécuter, et donc là il va recommencer à faire deux accès mémoire, un ici et un là. Et du coup, il a juste à mesurer, lui, son propre temps d'exécution en faisant ses accès mémoire. Et quand il fait un accès mémoire ici, parce que son information est restée en cache, donc ça va très vite, c'est un cache hit, donc il l'a en 5 cycles. Et par contre, quand il essaye de faire son accès mémoire ici, c'est un cache miss, ça va prendre 150 cycles, et là, il se rend compte, il dit, ah ben, tiens, quand j'ai essayé d'accéder à la ligne 0, ça a pris beaucoup plus longtemps, donc ça veut dire que j'ai eu un cache miss, donc ça veut dire que l'attaquant, enfin la victime, pardon, a essayé de faire un accès mémoire ici. Et donc maintenant, il a une information. Il sait que la victime a fait soit un load 000, soit un load 001. Il ne sait pas lequel des deux, parce que ça peut être n'importe lequel des deux mots qu'elle a chargé, vu que les deux mots pointent vers la même ligne de cache. Bon. Donc du coup, comment on essaie de résoudre ça? On a une première solution, qui est probablement la plus simple, c'est qu'on rajoute en gros un tag en plus dans notre cache. Donc on a la colonne protection. Et en fait, souvent dans les algorithmes crypto, on commence par définir toutes les variables qui sont secrètes. Donc on dit par exemple là on a tel tableau, ça va être les bits d'une clé, ou tel tableau, ça va être plein de clés. Et en soi l'attaquant il peut savoir où est stocké ce tableau en mémoire. Ce qu'on ne veut pas c'est qu'il soit capable de dire à quelle adresse exactement on va faire un load. Et donc on va commencer en début de programme par dire bah, tout ce tableau mémoire, tu me le protèges en cache et tu fais en sorte qu'il ne soit jamais sorti du cache. Donc là on va rajouter une nouvelle instruction dans notre ISA qui va s'appeler lock cache ou lock on cache. Et en gros je vais dire bon ben on va faire un verrouillage sur cette adresse, puis sur cette adresse, bon là j'en ai mis deux, mais on peut en avoir plein. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est que quand il va mettre ça dans son cache, bon, là, pour exemple, j'ai fait un cache avec 2 lignes, en réalité, on a un cache avec beaucoup plus de lignes que ça, mais en gros, les lignes qui correspondent à ça, il va commencer par mettre l'information en mémoire, normalement, mais en plus de ça, il va rajouter un tag ici pour dire, ben là, c'est le processus 1 qu'il a verrouillé, tu n'as plus le droit de les évincer. Et du coup, là, si on avait un context switch à un moment, l'attaquant, il pourrait essayer de mettre des informations en cache, mais il n'aurait pas le droit d'accéder à ces lignes de cache, donc en gros, il aurait forcément un cache miss ici. Donc ça va un peu ralentir l'attaquant, ça va faire que son programme va être plus lent. Mais en attendant, ça veut dire que la victime, elle peut faire ses accès mémoire, cette fois en temps constant, sur les informations qu'elle a verrouillées plus tôt, puisqu'en fait, puisqu'elle a fait ça, elle a la certitude que ces informations-là seront forcément en cache. Du coup, si elle essaye d'accéder à une des deux, elle n'a même pas besoin d'aller voir en RAM, elle sait que ça sera obligatoirement en cache, et donc cette fois, on a le droit de faire un load en temps constant. Vu que c'est en cache, on peut dire que ça sera toujours 5 cycles, enfin, si on sait que notre accès mémoire est de 5 cycles vers le cache, et du coup, là, cette fois, on a le load en temps constant. Et quand on a fini à la fin, on peut libérer ces lignes de cache, et donc là, les autres processus ont à nouveau le droit de mettre des choses dans ces parties-là du cache. Bon, donc ça, c'est une première solution. Et on a une deuxième solution qui ressemble un peu, mais qui va avoir un coup différent. Cette fois, c'est le flush and restore. Donc flush, en gros, ça veut dire qu'on balaye ce qui se trouve en cache, et restore, ça veut dire on le ramène en cache. Donc ça fonctionne presque pareil, sauf qu'au lieu de dire log, je vais dire flush and restore. Et en gros, donc la victime commence par dire je vais faire une protection flush and restore sur ces deux adresses.
Et donc là, dans mon cache, quand il va aller charger en cache, il va dire ok, on va mettre flush on restore ici. Donc, on n'a même pas besoin de préciser quel processus le fait. Et pendant son exécution, au moment où il essaye de faire un chargement en temps constant, donc ça se passe bien, il savait que c'était en cache grâce à cette protection. Et là, au moment où on a un context switch, donc il était censé exécuter ces instructions-là après, mais il n'a pas le temps. Déjà, c'est le processus 2 qui va s'exécuter. Et le processus 2, c'est un attaquant. Et il voudrait essayer de voir du coup où est-ce que la victime a fait ses accès mémoire. Sauf que comme on a fait un flush and restore, ce que ça veut dire, c'est qu'au moment du context switch, on va prendre toutes les informations qui étaient en cache, enfin toutes les informations qui étaient en cache qui avaient ces tags-là, on va sauvegarder ces informations, enfin on va sauvegarder en fait les adresses qu'on a protégées sous flush and restore, et on va tout flusher. Du coup, quand l'attaquant récupère le cache, quand c'est à son tour de s'exécuter, il a un cache vide. Et donc du coup, là, il essaie de faire son accès mémoire, mais le cache était déjà vide, donc de toute façon, il a un cache miss. Et du coup, après, quand on refait un context switch et qu'on revient à la victime, ben, cette fois, on arrive au moment du restore, donc on ramène de RAM toutes les informations qu'on avait taguées comme étant protégées, on remet le petit flush en restore et on rétablit ça. Et du coup, là, l'attaquant, il ne peut rien voir, vu que dès qu'on lui passe la main, on enlève de cache ce qui était protégé sous flush and restore, et dès qu'on revient à la victime, on rétablit ça. Donc l'attaquant n'a aucun moyen d'interférer avec ça et d'observer quoi, peu importe ce qui se passe. Et après, pareil, on peut libérer ces lignes et et rétablir le cache de son état d'origine. Du coup, là, on a deux mécanismes déjà qui sont assez complémentaires. Parce qu'en gros, ils vont faire plus ou moins la même chose. Mais il y en a un qui va être très rapide pour le... Donc le premier, le lock, en fait, il est très rapide pour pour le processus, en gros, qui essaye de protéger ces données, vu qu'en gros, il va protéger en cache ces informations sensibles, donc elles seront toujours en cache. Mais ses points négatifs, c'est qu'en gros, il va réduire la disponibilité du cache pour les autres utilisateurs, vu qu'il réserve les lignes de cache. Et en plus de ça, ça peut échouer si, par exemple, le cache est plein et qu'il essaie de réserver de la place dans le cache, mais il n'y a plus de place, ben, là, son opération échoue. Et de l'autre côté, on a quelque chose qui va être pas limité en soi, enfin c'est limité juste par la taille de votre RAM en fait, mais du coup c'est plus ou moins illimité. Donc vous pouvez protéger autant d'informations par flush and restore que vous voulez. Par contre, ça va être plus lent à chaque context switch, puisque à chaque switch, vous devez flusher votre cache et sauvegarder ce qui était flushé. Et au moment où vous revenez au context switch, il faut que vous rameniez toutes ces informations de RAM en cache. Donc là par contre, ici vous avez un coût en espace, là vous avez un coût en temps d'exécution qui va être très long. Mais ce qui est bien, c'est que les deux font plus ou moins la même chose. C'est juste le coût qui est différent. Donc en fait, on va les utiliser de manière complémentaire. Ça veut dire qu'on va d'abord utiliser le lock par défaut. Et si le lock échoue, on va abandonner le lock et on va passer en flush and restore. Donc ce que ça veut dire en pratique, là un petit exemple de code. Supposons qu'on ait trois adresses secrètes, donc secret 1, secret 2 et secret 3, et on veut protéger ces trois adresses. Donc on commence par faire des lock in cache sur ces trois adresses. Et on va récupérer le résultat X à chaque fois. Donc je récupère le résultat dans Tempo, et en fait je vais faire un end à chaque fois pour vérifier que ça se passe bien. Donc si là ça se passe bien, je vais avoir trou ici, après j'ai un end avec trou et trou, donc ça va mettre trou. Si ça se passe bien, il va me mettre trou ici, là je vais avoir un end entre tout le trou, il va me mettre trou. Et si celui-ci échoue, ben là il va me mettre false, il va faire true, end, false, donc ça va faire false. Et donc là ça me dit, ah attention, ton log s'est mal passé. Et si ça se passe mal, on va faire un set jump vers une autre partie du programme qui en gros va réessayer de refaire la même chose, donc elle va commencer par libérer toutes les adresses, et elle va recommencer cette fois avec une protection en flush. Et après elle va ressauter ici à notre tag secret. Donc en gros, soit on a réussi à faire notre lock in cache, soit ça a échoué, dans ce cas-là on va faire le flush on restore. Et dans les deux cas, on peut revenir ici après et commencer un mode constant time et commencer à faire des logs secrets. Et donc là, vous voyez, quand je protégeais mes lignes de cache, ben, l'attaquant pouvait voir que j'étais en train de protéger des lignes de cache, et ça on s'en fiche. Mais par contre, une fois que je suis ici, je peux faire un log sur n'importe lequel des trois secrets, le secret 1, le secret 2, le secret 3, et l'attaquant ne pourra jamais savoir lequel des trois secrets je suis en train d'observer, peu importe lequel des deux mécanismes j'ai utilisé. Donc là déjà on a deux mécanismes qui marchent plutôt bien ensemble, et on en a un troisième qui va être un peu plus fin. Je reviens un peu en arrière, j'aurais dû mettre une ligne plus tôt. Là, je vous disais ici que l'attaquant, il pouvait observer si que la victime avait soit fait un lot 000, soit un lot 0001, mais il ne savait pas lequel. Et il ne sait pas lequel parce que les deux mots 000 et 001 sont stockés sur la même ligne de cache. Et du coup, là, déjà, on se dit qu'on peut avoir une petite intuition de comment faire un secret qui est plus simple à protéger et qui va coûter moins cher. Si, par exemple, la victime a le choix entre 4 secrets, et il va faire un lot soit... Alors, là, j'ai mis 2 mots par ligne. En pratique, on va avoir 4 mots par ligne, ça dépend du cache. Mais on va garder 2 mots, par exemple. Supposons que la victime, elle a un choix entre faire un lot sur 000 ou 001. Et c'est ça qu'elle veut masquer. Elle ne veut pas que l'attaquant sache lequel des deux l'a fait. Eh bien, il suffit que les deux soient sur la même ligne de cache. Et l'attaquant, il va savoir que la victime a fait un appel ou l'autre, mais l'attaquant ne pourra jamais savoir lequel des deux. Et là, du coup, la victime peut dire, bah, tiens, tu vois que j'ai fait un des deux, je ne sais pas lequel, mais je m'en fiche. Et du coup, on se dit qu'on peut être un peu plus malin et on pourrait faire en gros des sets d'éditions, enfin on peut lier plusieurs évidences.
lier plusieurs lignes de cache ensemble en un seul ensemble, et pour qu'elles soient évincées ensemble et qu'elles soient restaurées ensemble. Donc là, supposons, on a ces trois adresses et on veut les lier de sorte à ce que si on fasse un accès mémoire sur l'une des trois, l'attaquant soit pas capable de savoir laquelle des trois. Donc je vais écrire lie l'adresse 00 avec 1 et 2, et je vais les lier dans un ensemble que j'ai appelé A. Donc maintenant, dans mon cache, je vais dire que ces trois, enfin, du coup, il y a 4 adresses en tout, mais en gros, ils sont tous dans l'ensemble A. Et bon, plus tard, on aimerait bien faire un autre sur 001, mais on n'y arrive pas encore. Déjà, on a un contexte switch sur P2. Donc P2, c'est notre attaquant. Et P2, lui, il fait un load sur cette adresse qui va évincer une de mes deux informations qui était là. Mais en voulant évincer cette ligne-là, comme les deux sont dans le même ensemble, il va évincer la deuxième en même temps. Et du coup, comme les deux sont évincés en même temps, il ne peut pas savoir si c'était une des deux qui était en cache ou l'autre, vu que les deux étaient ensemble en cache. Et donc, quand on revient ici et qu'on essaie de faire notre load 001, ben, on va ramener ça en cache. Mais comme les deux sont dans le même ensemble, on va aussi ramener la deuxième en cache. Et du coup, si là, l'attaquant s'amusait à refaire un context switch et qu'il essayait de voir l'état de notre cache, ben, il pourrait voir que les deux sont ensemble en cache. Donc, il sait qu'on a fait un accès à un des deux, mais il ne sait pas lequel. Enfin, un des trois, mais il ne sait pas lequel. Et donc, à la fin, on peut dédier ce qu'on a fait. Donc là, on a un troisième mécanisme qui sera plus précis. En fait, ça sera utilisé quand on aura un ensemble de secrets plus restreint, mais qui, du coup, va coûter beaucoup moins cher. Et du coup, pour finir, on a une petite... je vais vous parler très rapidement d'optimisation. En gros, je vous ai montré qu'on avait des opérations en temps constant. Donc là, par exemple, on pouvait faire des loads en temps constant avec les protections en cache. Et tout au début, je parlais de division en temps constant. Mais ces opérations en temps constant vont rester assez longues. Par exemple, notre division sur le processeur qu'on étudie passerait à 35 cycles, ce qui est très long. Et donc, on s'est dit que ça pourrait être une bonne optimisation de faire des hardware spéciaux capables d'exécuter deux opérations à la fois, quand il s'agit d'opérations longues. Donc, par exemple, la division, comme c'est une opération qui est très longue quand on le passe en temps constant, notre pipeline aurait une opération div qui serait capable de s'exécuter en parallèle du reste du pipeline. Et donc, par exemple, donc on aurait ce qu'on appelle, donc il y a les safe operations qui sont en temps constant, et du coup, on aurait les safe operations asynchrones, qui seraient les opérations en temps constant qui s'exécutent de manière asynchrone, donc j'abrège ça ASOP. Donc, supposons que là, on veut commencer une division en temps constant, on veut la faire de manière asynchrone. On dit, ben, commence à faire une division, mais pendant que tu fais ta division, je vais être capable d'exécuter un autre code à côté qui doit être indépendant de la division. Donc, déjà, on a besoin d'un hardware spécial qui est capable de faire ça. Et surtout, on a besoin que notre compilateur il soit assez intelligent pour pouvoir pour pouvoir commencer une division avant qu'on ait besoin de son résultat, faire d'autres opérations en dessous qui n'ont pas besoin du résultat de cette division, et plus tard faire la division. Parce que du coup, il faut que tout ça soit indépendant de la division, et puis au moment où on a besoin du résultat de la division, ben là on est obligé d'attendre que lui se termine, et dès qu'il s'est terminé, on peut fixer le résultat et continuer à se faire. Donc ça serait une petite optimisation qui permettrait de réduire le coût la perte en performance. Et du coup, un exemple simple, si on a une ASOP qui serait l'opération 1 sur x2, x3, là on commence l'opération ici. Là on fait une deuxième opération, donc ça serait le binaire que aurait produit notre compilateur. On aurait une deuxième opération, qui est donc une opération 2 qui est indépendante, qui utilise x2, x2 et x2 qui sont tous indépendants de x1. Donc du coup ça se passe bien, ça peut se faire en parallèle. Du coup là il commence son opération et c'est le résultat dans x1 qui a protégé. À côté il peut faire l'autre opération en parallèle qui est indépendante de ça. Et puis à un moment il a besoin de x1 ici, puisque là il faudrait faire une troisième opération qui elle utilise x1. Et du coup là il est obligé de s'arrêter et d'attendre. Il attend jusqu'à ce que lui soit terminé, et là il récupère x1 et il peut continuer son temps d'exécution. Du coup ça permet de sauver un peu de temps d'exécution. Et je vais conclure avec ce qu'on prévoit pour la suite. Déjà faire une extension ISA, enfin écrire l'extension ISA en SQ5, comme le disent souvent mes encadrants, bon maintenant il n'y a plus qu'à, il faut l'écrire. Ça sera en coopération évidemment avec le doctorant qui est du côté hardware, donc c'est lui après qui fait le hardware qui implémente cette ISA. Partie compilation, on a encore on sait pas encore, au début on pensait partir avec du C, prendre un code source en C et ajouter une extension sur CompServe pour pouvoir le compiler vers notre binaire, mais on a des difficultés avec ça parce que c'est compliqué en fait de savoir quelle information est sensible ou non, il y a un calcul à faire qui est assez complexe. Une autre alternative serait de le faire depuis Jasmin, qui est beaucoup plus, qui est fait du coup pour la compilation, qui est vraiment fait pour le problème du temps constant. Mais le problème c'est qu'il n'y a pas de support RISC-V pour l'instant avec Jasmin. Il va peut-être arriver avant la fin de ma thèse, mais on n'est pas trop sûr. On ne sait pas encore trop. Pour l'instant, on part plutôt vers C et CompServe. Et ensuite, il faut aussi faire le support de l'asynchronisme pour pouvoir intercaler les instructions dans le bon sens. Il faut faire des preuves en coq. Je vais devoir garantir en fait que le contrat fonctionne comme on dit qu'il fonctionne. Et par contre, on s'occupe seulement du côté software, on ne va pas prouver que le hardware l'implémente bien. On part du principe que le hardware répond bien aux spécifications qu'on a demandées.
Et quelque chose qu'on aimerait bien faire aussi avant la fin de ma thèse, c'est de faire des branchements qui ne produisent pas de suite. Tout au début, je vous ai dit, ben là, si on fait un if, on a 2 branchements et l'attaquant est capable de voir quelle branche des 2 on a exécuté. On aimerait bien être capable de faire des if aussi en temps constant, mais pour ça, il faut déjà qu'on arrive à équilibrer les 2 branches pour que les 2 branches aient un temps d'exécution similaire. Mais on a aussi des protections entières sur le cache d'instruction, puisque quand on fait un branchement, en fait, ce n'est pas les mêmes instructions qui sont équilibrées. Du coup, il faudrait pouvoir sauvegarder les 2 instructions dans le cache d'instruction, sinon l'attaquant serait capable de voir laquelle des 2 on a exécuté. Donc il y a un peu de travail à faire là-dessus, mais on aimerait bien le faire maintenant. Donc voilà, j'ai terminé. Si vous avez des questions...